Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélien-Pepin. Cette semaine, à votre bulletin de nouvelles TVCL, nous plongerons dans toutes les actualités du territoire des Laurentides. Le traditionnel week-end vente-débarras sera de retour les 18, 19 et 20 mai prochains sur le territoire de Mont-Tremblant. Bien qu'aucun permis ne soit requis durant cette fin de semaine, les citoyens qui souhaitent afficher leur vente-débarras sur la carte interactive de la Ville sont invités à remplir le formulaire d'inscription au plus tard le 15 mai à midi à villedemonttremblant.qc.ca/vente-débarras. La carte interactive sera rendue disponible sur cette page web à compter du 16 mai. Notez qu'aucune carte imprimée ne sera distribuée. Pour des raisons de sécurité, les citoyens doivent effectuer leur vente-débarras sur leur propriété et non sur la rue ou le trottoir. Une seule enseigne d'au plus 0,5 m² est autorisée. Celle-ci doit être installée sur la propriété où a lieu la vente-débarras et ce, au maximum 4 jours avant le début de la vente. Celle-ci doit être retirée immédiatement après la vente. Pour toute question sur le sujet, communiquez avec le service de l'urbanisme à urbanisme@villedemonttremblant.qc.ca ou au 311 ou encore au 819-425-8614 si vous êtes à l'extérieur de Mont-Tremblant. La Ville de Mont-Tremblant souhaite améliorer son service de patrouille estivale pour la saison 2024. En plus de faire respecter le règlement sur le stationnement, la patrouille aura la charge d'effectuer une surveillance accrue des plateaux et infrastructures sur le territoire. Elle pourra ainsi intervenir et émettre des amendes aux personnes qui ne respecteront pas le règlement relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics en matière de flânage, de propreté publique, de nuisances sonores et de bien-être. Pour réaliser ce mandat, 2 contrats de gré à gré ont été attribués à Groupe Sûreté Incorporée, chacun pour un montant maximal de 57 250 $, taxes en sus. Cette initiative a comme but de dissuader les comportements indésirables et de favoriser la tranquillité et le bien-être de la population. Dès cette saison, une nouvelle mesure sera mise en place pour faciliter le travail de l'organisme à but non lucratif Préservation Lac-Tremblant-Nord. Il s'agit d'une carte d'accès spécifique nommée Carte bleue qui sera désormais obligatoire pour tous les utilisateurs journaliers de la rampe. Ces personnes pourront obtenir la carte conditionnellement à ce qu'elles soient domiciliées, propriétaires ou copropriétaires à 50 % ou plus d'un immeuble sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant. L'introduction de la carte bleue vise à faciliter la gestion de l'accès à l'eau offerte par l'organisme, le tout conformément à l'entente entre l'organisme et la Ville de Mont-Tremblant. La carte bleue est gratuite et active pour l'année en cours. Elle doit être renouvelée chaque année. Pour l'obtenir, les personnes intéressées et admissibles devront se présenter au bureau de l'Hôtel de Ville à partir du 29 avril 2024. Les modalités d'obtention et d'utilisation ainsi que les preuves exigées seront bientôt disponibles sur le site web de la Ville de Mont-Tremblant. La Ville de Mont-Tremblant a annoncé la mise à jour de la tarification pour le camp de jour estival pour 2024. Depuis 2016, les tarifs du camp de jour n'ont pas changé de manière significative afin que le service demeure accessible pour les résidents et ce, malgré une augmentation des coûts opérationnels et l'inflation. Au-delà de ces défis, la grille tarifaire est restée compétitive par rapport à certaines villes voisines. La fréquentation du camp de jour a changé au cours des 3 dernières années. La plupart des familles choisissent davantage le service hebdomadaire. Pour répondre aux besoins de flexibilité des parents, la Ville a revu la tarification en diminuant considérablement le coût du service à la semaine de près de la moitié par rapport à 2023. Le camp devient alors plus accessible et abordable pour les familles qui inscrivent leurs enfants pour un peu plus que la moitié de l'été. Les tarifs saisonniers ont été ajustés pour qu'ils reflètent les coûts réels de fonctionnement et garantissent un taux de présence suffisant. Pour aider financièrement les parents, la Ville tient à dire que plusieurs modalités de paiement sont possibles. D'autres ressources sur le territoire existent pour offrir du support aux familles. De plus, il est possible de faire une demande pour obtenir un crédit d'impôt anticipé. Pour toute question additionnelle, les parents sont invités à communiquer avec le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à culture et loisirs à commercial villedemonttremblant.qc.ca. Ils peuvent également visiter le site web de la Ville au villedemonttremblant.qc.ca/camp de jour. La Ville de Mont-Tremblant entame une étape importante dans la concrétisation du futur pôle santé à Mont-Tremblant, situé à la jonction de la route 117 et de la rue Léonard.
Dans le cadre de ce projet, des travaux d'infrastructure sont nécessaires, notamment le prolongement des réseaux d'égouts sanitaires et d'aqueducs sous la rue Léonard, ainsi que l'aménagement de trottoirs et de pistes cyclables jusqu'au pôle santé. Le coût total des travaux est estimé à 3,6 millions de dollars, couvrant également la préparation des plans et devis. Pour financer cette initiative, le conseil municipal a déposé un projet de règlement autorisant un emprunt de 2,6 millions de dollars sur une période de 20 ans. Cette somme équivaut à une dépense annuelle de 15,37 dollars pour un immeuble d'une valeur moyenne de 471 188 dollars. Étant donné que le règlement a pour objet des travaux d'aqueduc et d'égouts et que la dépense concerne l'ensemble du territoire, aucune procédure de registre n'est requise conformément à l'article 556 de la Loi sur les cités et villes. Le règlement a été adopté à la séance ordinaire du 8 avril et soumis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour approbation finale. À Mont-Tremblant, des travaux de réfection sont prévus cette année sur le tronçon de 15 km du parc régional Le Petit-Train du Nord entre le lac Mercier et la gare de la Belle. Cette piste multifonctionnelle est une infrastructure qui favorise le transport actif et permet aux gens de la région et d'ailleurs de découvrir ou redécouvrir la beauté des Laurentides. Le conseil municipal a autorisé une contribution de 22 000 $ à la MRC des Laurentides pour le projet de réfection. Cette dépense provient d'une quote-part payable à la MRC des Laurentides qui chapeaute ce projet. Un document explicatif détaillant les bénéfices environnementaux, sociaux et économiques en lien avec le projet de réfection peut être consulté sur la page web mrclaurentide.qc.ca/dossier-en-cours. La Ville de Mont-Tremblant a attribué un contrat de service d'une valeur de 51 000 $ à la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant pour la gestion et la réalisation de divers mandats liés aux entreprises locales, qu'elles soient membres ou non de l'organisme. Ces mandats incluent l'accueil des nouvelles entreprises, le recrutement, l'analyse des besoins ainsi que l'élaboration d'un registre des entreprises sur le territoire. Une subvention a aussi été accordée à l'organisme au montant de 95 000 $ pour l'embauche d'une ressource pour soutenir la mission de l'organisme et mettre à exécution la phase 1 du mandat avec l'organisme rue principale en 2024. La réglementation municipale de la Ville de Mont-Tremblant concernant les animaux a été mise à jour afin de faciliter le renouvellement de licences pour chiens et chats. Dorénavant, le renouvellement de la licence se fera à la date d'inscription de l'animal sur la plateforme Emily, soit annuellement pour un chien et aux 2 ans pour un chat. Toutefois, la licence pour un animal inscrit avant le 1er janvier 2024 devra être renouvelée avant le 1er juin 2024 et à cette même date chaque année, quelle que soit la date d'inscription initiale. Il est recommandé de faire l'inscription et le renouvellement en ligne sur le site emily.pet. Pour toute question, il est possible de communiquer avec le service des travaux publics au 819-425-8614. À Mont-Tremblant, des travaux de remplacement auront lieu cette année pour préserver l'intégrité du revêtement extérieur de l'aréna Gilles Cadieux en raison de sa dégradation rapide et apparente. Dans cette optique, un contrat de gré à gré a été octroyé à Aluminium J. Clément au montant de 64 442 $ pour la réalisation des travaux permettant de remplacer le revêtement actuel par du recouvrement d'aluminium, garantissant ainsi sa durabilité pour les années à venir. La Ville de Mont-Tremblant procédera également au remplacement des modules de jeu du parc du Voyageur. Ces infrastructures très appréciées par les familles de la région sont situées à proximité de la piste multifonctionnelle Le Petit-Train du Nord, au coin des rues Labelle et Coupal. Les nouveaux aménagements seront réalisés grâce à une contribution d'Hydro-Québec de 84 667 $ dans le cadre de son programme de mise en valeur intégrée. Ce programme volontaire d'Hydro-Québec vise à améliorer le cadre de vie des collectivités qui accueillent de nouvelles lignes ou postes électriques sur son territoire. Devant l'augmentation du nombre de bateaux et la puissance croissante des moteurs, le lac Duhamel fait l'objet de multiples conflits d'usage depuis le début des années 2000. Consciente des problématiques persistantes rencontrées par les usagers et usagères du lac Duhamel et dans le but de garantir la sécurité et la préservation de l'environnement, la Ville de Mont-Tremblant a initié des actions dès le début de l'année 2020 pour trouver des solutions pérennes à cette situation. Malgré l'instauration d'un code de courtoisie en mai 2021 qui s'est révélé inefficace, la Ville a jugé nécessaire de solliciter l'intervention de Transport Canada pour instaurer des restrictions à la navigation en vertu du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments selon la loi de 2001 sur la marine marchande. À la suite des consultations menées par Transport Canada à la fin de l'année 2022,
Les nouvelles restrictions applicables au lac Duhamel ont été officiellement adoptées en 2023, à la fin de décembre 2023. Ces nouvelles mesures se présentent comme suit, soit l'imposition d'une vitesse maximale de 10 km/h à 60 mètres ou moins des rives, la limitation de la vitesse maximale à 30 km/h sur le reste du lac, l'interdiction d'utiliser un bâtiment pour tirer une personne sur tout équipement sportif récréatif, l'interdiction d'utiliser un bâtiment pour permettre à une personne de pratiquer le surf sur la vague de sillage. Des panneaux de signalisation seront installés en bordure du lac vers le début du mois de mai afin de sensibiliser les usagers aux nouvelles restrictions en vigueur. La surveillance et l'application du règlement seront assurées par les patrouilleurs et patrouilleuses de la Sûreté du Québec. Une soirée d'information a eu lieu le 23 avril dans le cadre dans la salle du Conseil de ville. Cette soirée a offert l'occasion aux personnes présentes en salle ainsi qu'à celles qui participaient à distance de poser des questions et de clarifier tout aspect de cette nouvelle réglementation auprès des instances compétentes, soit la Ville de Mont-Tremblant et la Sûreté du Québec. L'exposition Ressouvenance de l'artiste Marie-Josée Lebel prendra place jusqu'au 9 juin à la salle Alphonse Desjardins, située au 1145 rue de Saint-Jovite. Ce projet fait suite à son exposition Trame Laurentienne présentée en 2020 et s'inscrit dans la poursuite de son travail en recherche et création au sujet de l'occupation du territoire et de la conservation du patrimoine dans le paysage. Avec Ressouvenance, l'artiste se questionne plus précisément sur l'étalement urbain et les actions politiques et économiques qui s'y rattachent. En prenant acte de ce qui l'entoure, comme les vestiges patrimoniaux, le passage du temps, les échos de la population et de leur histoire dans le paysage, Mme Lebel fait une nouvelle lecture de la transformation et de l'évolution des espaces. Par ses œuvres qui allient les nouvelles technologies et les techniques ancestrales de la gravure, elle souhaite stimuler une prise de conscience collective autour de la question du développement territorial, ouvrir le dialogue et surtout faire œuvre utile. Cette exposition est rendue possible grâce à l'entente de développement culturel conclue entre la Ville de Mont-Tremblant et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Le public était invité au vernissage le 19 avril dernier. Pour toute question concernant l'exposition, communiquez avec le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire au culture et loisirs à commercial-ville-de-mont-tremblant.qc.ca ou au 311 ou encore au 819-425-8614. À Mont-Tremblant, l'exposition Regard a eu lieu jusqu'au 11 avril dernier à la salle Alphonse Desjardins. L'exposition a rassemblé une sélection coup de cœur des projets réalisés par des élèves de niveau 1 à 5 et du programme d'adaptation scolaire de l'école secondaire Curie-Mercure. La Ville est fière de permettre aux adolescents de présenter leurs œuvres à la communauté et ainsi favoriser la rencontre entre les générations. La population est invitée à aller admirer leur travail et apprécier leur belle créativité. La Ville tient à féliciter les jeunes artistes et souligner le travail des enseignants. Nous vous laissons donc, avant la pause, sur des images de cette merveilleuse exposition.
Le comité des usagers du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides a invité la troupe de théâtre La Belle Gang à présenter une pièce de théâtre abordant la question de la maltraitance envers les personnes âgées. Sous le titre évocateur « Faudrait pas prendre grand-mère pour une dinde et grand-père pour son dindon », cette pièce sera jouée à 7 reprises au cours des prochaines semaines dans la région des Laurentides. Depuis 13 ans, la troupe de théâtre La Belle Gang parcourt la province pour sensibiliser la population à la problématique de la maltraitance envers les aînés ainsi qu'à la réalité des proches aidants. D'une durée de 90 minutes, cette pièce de théâtre prévoit une session de questions à la fin de chaque représentation, au cours de laquelle un spécialiste sur la maltraitance sera disponible pour répondre aux interrogations du public. Mme Julie Delaney, présidente directrice générale du CI3S de Laurentides, mentionne que la maltraitance envers les personnes aînées ou vulnérables est un problème complexe qui malheureusement touche certaines familles. Elle ajoute que la sensibilisation à ce sujet est essentielle pour prévenir et détecter les cas de maltraitance. Pour obtenir de plus amples informations sur les lieux et les dates des représentations de la pièce, ainsi que sur les activités du comité des usagers du Centre intégré des Laurentides, visitez le www.santélaurentide.gouv.qc.ca dans la section « À propos du CI3S de Laurentides » et du comité des usagers. En raison d'une hausse de la circulation de la rougeole dans l'ensemble du Québec et d'une exposition possible dans les Laurentides, la Direction de santé publique du CI3S de Laurentides invite la population à demeurer vigilante et à suivre les recommandations pour limiter la transmission de la maladie afin de protéger les plus vulnérables. La rougeole est une maladie virale très contagieuse pouvant causer des complications graves, notamment chez les enfants âgés de moins d'1 an, les femmes enceintes et les personnes ayant un système immunitaire affaibli. Il est possible d'être infecté et d'attraper la maladie sans avoir été en contact direct avec une personne atteinte de la rougeole. Il peut suffire de s'être trouvé dans la même pièce qu'une personne contagieuse, même durant une courte période. La vaccination demeure le moyen le plus efficace de se protéger contre la rougeole. Au Québec, selon le calendrier régulier de vaccination, les enfants reçoivent le vaccin contre la rougeole à 12 et 18 mois. Toutefois, la vaccination est offerte gratuitement à toute personne née à partir de 1970 qui n'a jamais reçu le vaccin contre la rougeole ou qui n'a jamais eu cette maladie. Il est à noter que les personnes nées avant 1970 sont considérées comme protégées contre la rougeole. Pour tous ceux et celles qui souhaitent vérifier leur statut vaccinal et avoir plus d'informations, il est possible de consulter québec.ca/rougeole ou encore de téléphoner au 1-877-644-4545. La prise de rendez-vous pour obtenir le vaccin contre la rougeole est disponible en ligne sur Clic Santé ou par téléphone, encore une fois, au 1-877-644-4545. Par mesure de précaution, il est conseillé de surveiller l'apparition des symptômes suivants, soit la fièvre, la congestion nasale avec écoulement nasal, la toux, la conjonctivite, les yeux sensibles à la lumière et les malaises généralisés. Par la suite, des rougeurs apparaissent au visage puis sur le corps. En cas de symptômes, la Direction de santé publique rappelle qu'il est important de s'isoler et d'éviter les contacts avec d'autres personnes. Se laver régulièrement les mains peut aider à réduire la propagation du virus de la rougeole. Si un déplacement pour une consultation médicale est nécessaire, il est fortement recommandé de porter un masque et d'éviter d'utiliser les transports en commun, de contacter la clinique médicale ou tout autre milieu de soins de service avant de se déplacer pour les informer de son état. Si ce n'est pas possible dès son arrivée, il faut informer le personnel à l'accueil. À Saint-Sauveur, en raison de la présence de milieux humides et hydriques, les travaux d'aménagement de passerelles prévus sur le réseau de sentiers La Marquise débuteront le 6 mai prochain. Par conséquent, tous les sentiers de ce réseau demeureront fermés pour la durée des travaux qui devraient se terminer au début du mois de juillet. Les travaux consistent en l'aménagement de 6 passerelles sur pilotis d'une longueur totale de 150 mètres. Les randonneurs bénéficieront d'un accès 4 saisons au sentier, tout en limitant les perturbations des zones humides. Lorsqu'elle sera connue, la date de réouverture des sentiers vous sera communiquée par la Ville. Lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du 15 avril dernier, la Ville de Saint-Sauveur a adopté son premier plan de conservation des milieux naturels. Ayant pour objectif la conservation et la valorisation des milieux naturels, ce plan s'inscrit dans le plan d'action en environnement 2021-2023. Le territoire de Saint-Sauveur comprend une diversité de milieux naturels avec une proportion importante de milieux forestiers ainsi que de nombreux milieux humides et hydriques et éléments d'intérêt écologique et récréo-touristique. L'élaboration du plan de conservation des milieux naturels a donc nécessité la mise en place de plusieurs actions afin de collecter les informations clés essentielles.
un sondage en ligne et une consultation publique menée auprès de la population et des autres parties prenantes du territoire. La production d'une analyse de connectivité écologique locale des milieux naturels, la réalisation d'une analyse multicritère des milieux naturels afin de déterminer leur valeur écologique et sociale et établir une priorisation des milieux naturels sur le territoire. 9 grandes stratégies ont été identifiées suite à ces analyses et dont découlent 24 objectifs et 43 actions à mettre en place sur une période de 10 ans. Pilotée par Éco-Corridor Laurentien, la démarche de co-création s'est étalée sur un an en collaboration avec les acteurs clés du territoire, soit des élus et fonctionnaires municipaux. Des membres du comité consultatif en environnement de la ville, un représentant de l'Association pour la protection du lac Prévost, l'organisme de bassin versant de la rivière du Nord, Abri-Nord et l'Institution des territoires. Cette démarche exprime la volonté de la Ville de jouer un rôle de premier plan dans la protection de son patrimoine naturel et contribuer à la préservation des milieux naturels du sud du Québec ainsi qu'à l'atteinte de la cible gouvernementale de protéger 30 % du territoire d'ici 2030. Le maire Jacques Garipi mentionne que dans un contexte de double crise mondiale, soit celle des changements climatiques et du déclin de la biodiversité, la Ville souhaite faire sa part avec l'adoption et la mise en œuvre de son plan audacieux et novateur. La municipalité de Val-David invite les artistes et artisans de la région à poser leur candidature afin de réserver un espace dans la charmante Allée des créateurs qui prendra vie au cœur du village toute la fin de semaine du 8 juin au 14 octobre. Située à l'extérieur, juste à côté du centre d'exposition, l'Allée des créateurs permet aux artistes et artisans d'avoir un espace pour exposer et vendre leurs créations uniques. Elle constitue une vitrine de choix pour ces derniers qui pourront bénéficier d'un achalandage exceptionnel de visiteurs pour faire découvrir leur passion, leur savoir-faire et toute leur créativité. Pour poser leur candidature, les artistes et artisans doivent soumettre leur dossier avant le 3 mai à l'adresse secrétariat@commercialvaldavid.com ou en personne au 2490 rue de l'Église. Seuls les dossiers complets et soumis avant la date limite seront considérés. Tous les artistes et artisans sont invités à présenter un dossier. Toutefois, les emplacements disponibles seront attribués en priorité aux résidents de Val-David qui satisferont les critères de sélection. Le formulaire d'appel de dossier est disponible sur le site valdavid.com sous l'onglet Publications /Culture. La municipalité de Val-David invite les artisans professionnels de la relève à soumettre leur candidature d'ici le 7 juin afin de se prévaloir d'un emplacement au Salon des artisans de Val-David. La 14e édition de cet événement aura lieu au cœur du village de Val-David les 30 novembre et 1er décembre prochains. Ce rendez-vous très attendu en vue des festivités du temps des fêtes constitue une vitrine exceptionnelle pour les artistes et artisans de la région. Ils auront l'opportunité de bénéficier de la renommée culturelle du village ainsi que d'un afflux exceptionnel de visiteurs. L'événement réunira une trentaine d'artisans de divers horizons, exposant et vendant leurs créations dans les lieux suivants: la salle Athanase David, le pavillon Maurice Monti sur la rue de l'Église. Pour poser leur candidature, les artistes et artisans doivent soumettre leur dossier avant le 7 juin à l'adresse secrétariat@commercialvaldavid.com ou en personne au 2490 rue de l'Église. Seuls les dossiers complets et soumis avant la date limite seront considérés et pour toute information complémentaire, vous pouvez appeler au 819-324-5678 au poste 4228. Le ministère des Transports et de la Mobilité... Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers que des travaux de réfection seront effectués sur l'autoroute 15 dans les deux directions entre les kilomètres 69 et 80 dans les municipalités de Sainte-Adèle, Val-Morin et Val-David. Les interventions ont débuté au début du mois d'avril et s'échelonneront sur 7 semaines environ. Ces travaux, qui consisteront à atténuer l'orignage de la chaussée, occasionneront la fermeture d'une voie dans une direction à la fois en semaine pendant la journée. Des fermetures ponctuelles de bretelles d'accès et de sortie seront également requises. Les entraves de ce chantier pourraient entraîner des ralentissements sur l'autoroute aux heures de pointe. Le ministère remercie les usagers pour leur collaboration lors de la réalisation de ce projet, lequel permettra d'améliorer la sécurité routière et le confort de roulement. Afin de connaître les détails de ce chantier, les automobilistes sont invités à consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement leurs déplacements. Prenez en note que la durée des travaux et les entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.
C'est avec fébrilité que l'équipe de la Maison de la Famille du Nord ouvrait ses portes au grand public le 11 avril dernier afin d'inaugurer en grand ses nouveaux locaux. Force est de constater que l'enthousiasme fut également partagé avec les nombreux visiteurs qui ont répondu à l'appel. En effet, près de 100 personnes se sont déplacées pour participer à l'événement festif, dont des membres, des donateurs, des supporters ainsi que des bénévoles. Avant la pause, nous vous laissons donc sur des images de l'événement. Mon nom est Catherine, je suis la directrice générale de la Maison de la Famille du Nord. Ça me fait vraiment un grand plaisir de vous ouvrir les portes dans cet organisme. Alors, vous êtes ici aujourd'hui car vous avez absolument, j'en suis convaincue, cet organisme à cœur parce que vous croyez aussi en son importance. Que vous soyez des parents, il y en a des parents ici, oui. Aussi des membres. Bravo aux parents, merci au monde d'être là. Que vous soyez... Hey, bon timing, on avait bien timé ça, c'est super. Que vous soyez des parents, des donateurs, des bénévoles, des anciens employés. On a Marie-Josée Chouanière, qui est l'ancienne directrice de la Maison de la Famille du Nord. Pour moi, c'est un grand plaisir de t'avoir ici. Merci Marie-Josée. Alors, vous avez, à l'image de cette belle toile collective qui est au mur ici, tous laissé un peu de vos couleurs en la mémoire de ce si précieux organisme. En parlant de mémoire, je vais juste vous faire un tout petit retour dans le temps. Là. Je vous ramène rapidement en septembre 2022. C'est à ce moment précis que s'est incarné, tout d'abord en mon esprit, le projet, comme une évidence, de venir sécuriser l'avenir de la Maison de la Famille et faire en sorte qu'elle devienne propriétaire de son bâtiment. Depuis, bien entourée par une équipe de feu. Je pense qu'ils rigolent en haut. Ils sont tous là en haut. Mais c'est parfait. D'une équipe de feu est aussi entourée d'un conseil d'administration investi d'une motivation à toute épreuve. J'ai pu approcher certains piliers de la grande communauté élargie avec ce projet afin de nous donner les moyens de nos ambitions. Parce qu'on ne va pas se le cacher que ce rêve-là, il n'était pas gratuit. Alors, cette communauté approchée a répondu présente. Comme ce soir, je pense qu'on a une belle continuité dans cette réponse. Alors, voici que moins de 16 mois, suivant le germe du tout petit rêve, nous nous retrouvons ici ensemble. On se pince encore parfois, je vous avoue, là, pour s'assurer qu'on est bien réveillés. Le chemin n'a pas toujours été facile, mais en valait chacun des tout petits pas qui nous ont menés jusqu'ici. Et c'est avec un grand bonheur que je cède maintenant la parole à la présidente de notre organisme, Jasmine Meline-Aubert. Alors, Jasmine. Bonjour tout le monde, merci. Moi aussi, je vous dis merci d'être là en si grand nombre, mon Dieu. Malgré la pluie, vous avez répondu présent, on est grandement reconnaissants. Je vous remercie aujourd'hui d'être présent afin de célébrer avec nous notre immense joie d'être enfin chez nous, dans notre maison de la famille. Il y a toujours beaucoup d'action. C'est à l'image du quotidien ici. Exact. Mais quelle maison, n'est-ce pas? Je ne vous cacherai pas notre fierté de pouvoir offrir un tel lieu à nos membres, à nos familles, qu'il ne manquera certainement pas de favoriser la création d'un noyau fort où se tisseront des liens si essentiels au bien-être des familles de notre communauté. La beauté du lieu, appuyée par la douce présence de la nature qui l'entoure, tout en étant ancré, pignon sur rue, dans notre ville, a surpassé nos rêves les plus fous. Cette réalisation monumentale, quand même, en 16 mois, hein, qu'on dit, on a fait ça, que nous vous dévoilons aujourd'hui, est le fruit de votre engagement à tous, qu'il s'agisse de votre soutien financier,
de votre confiance ou de votre adhésion à nos services ainsi qu'à notre mission. Je tiens à souligner, là on disait que l'équipe, où est-ce que vous êtes l'équipe? OK! Ah! On a une représentante de l'équipe! Mais je pense que vous pourriez vous approcher un peu parce que vous avez travaillé quand même extrêmement fort. Ah, l'équipe descend, parfait. Alors, je tiens à souligner le grand engagement et la mobilisation de notre équipe. Vous savez, un déménagement, pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est pas une petite affaire. Puis quand on est un organisme, ben, c'est ces bras-là qui en ont fait beaucoup. Alors, merci donc d'avoir su mener le bateau à bon port. Je remercie donc Francis. Oh, C'est ça, c'est dehors. Il est sous le carport. bon, il fait l'accueil, c'est important. Alors, donc Francis, Maryse, Virginie, Angélique Lauzon, Angélique Bélanger, Stéphanie, ainsi qu'Alicia, notre stagiaire. Merci beaucoup à vous toutes. Sans vous, ça n'aurait pas pu voir le jour. Et pour qu'un bateau se rende à bon port, qu'est-ce que ça prend? Capitaine. Alors, Catherine, félicitations pour ton audace. On ne va pas nier que tu as eu un peu d'audace quand même dans tout ça. Une petite dose. Ta vision et ta persévérance. Sans quoi tout ça n'aurait pas été possible. Merci, Catherine. Merci. Et merci aux généreux donateurs. On va remercier également les généreux donateurs sans qui tout ça n'aurait été vraiment pas possible. Donc, je souhaite ne pas en oublier, et prière de m'excuser si ça arrive, ce n'est pas intentionnel, mais la Ville de Mont-Tremblant, la Fondation Tremblant, la Fondation 24 heures, les Caisses des Jardins de Mont-Tremblant, le Conseil des maires ainsi que la MRC des Laurentides, la Samaritaine, Mme Marie-Christine Tremblay et M. Jacques Marchand. Donc, les municipalités, Mont-Blanc, Lac-Supérieur, La Conception, Sainte-Agathe-des-Monts, la Fondation Claude Léonard, les ministres, Mme France-Hélène Duranceau, ministre de l'Habitation, Suzanne Roy, ministre de la Famille, ainsi que notre députée Chantal Jeannette. C'est joint aussi la Corporation de développement économique, Rona Forget qui nous a supportés aussi avec des matériaux, et la brigade d'Ejco qui ont su rendre ces travaux possibles et nous ont aussi accompagnés. Ils ont suivi les ordres, des fois changeants, de la gestionnaire de chantier. Ils ont maintenu le cap du bateau. Bravo! En finissant, un merci spécial à nos 353 familles membres qui sont au rendez-vous plus que jamais à nos activités et qui rendent ce lieu si vivant. Hein? On ne peut pas nier que c'est vivant. Donc, la Maison de la Famille du Nord est bien entourée de gens de cœur et de vision. Et c'est avec le vent dans les voiles que nous fêtons cette année notre 30e anniversaire. Bonne fête, Maison de la Famille. Merci encore de faire partie de cette superbe aventure. Vous êtes au rendez-vous. On vous souhaite un beau moment dans notre Maison de la Famille. On a des petites bouchées qui ont été gracieusement offertes par le Casino de Mont-Tremblant. Il y en a qui se sont servis un peu. On les nommera pas, ceux qui ont commencé. C'était des hommes qui avaient travaillé très fort aujourd'hui. Merci tout le monde d'être là. Bonne soirée. Dans le cadre de la démarche de planification intégrée du secteur Chanteclair, entrepris l'automne dernier, la Ville de Sainte-Adèle invite les citoyens à prendre part à une consultation publique afin d'échanger sur le développement futur de ce secteur. Pour permettre à tous les participants de s'exprimer et pour recueillir un maximum d'informations en lien avec leurs attentes et leurs préoccupations, 3 dates sont proposées pour les rencontres. Il est essentiel de s'inscrire au préalable afin de permettre à la Ville de préparer les rencontres adéquatement. Les 2 premières dates étant complètes, il reste uniquement des places disponibles pour la 3e date, le 30 avril prochain, de 18h à 20h à la place des citoyens.
Vous pouvez vous inscrire sur le site web de la Ville. L'objectif de cette soirée de consultation est d'informer les citoyens de la démarche, d'expliquer le processus d'approbation d'un projet particulier d'urbanisme et de discuter avec la Ville des enjeux qui entourent le développement du secteur. Ainsi, les participants seront appelés à discuter des différents aspects abordés dans la présentation. Notez qu'un cahier du participant sera fourni au préalable afin de présenter les informations nécessaires à la compréhension du contexte, à savoir l'objet de la consultation, en quoi consiste un projet particulier d'urbanisme, les objectifs des activités. Le cahier du participant sera disponible sur la page web du site, sera disponible sur le site Internet de la Ville de Sainte-Adèle et sera également envoyé par courriel aux participants s'étant inscrits à l'une des 2 soirées de consultation. Une halte garderie est offerte aux parents afin de favoriser la participation des familles aux soirées de consultation. Ainsi, les parents qui le souhaitent pourront laisser leur enfant de 3 ans et plus à la salle Parc au rez-de-jardin de la Place des Citoyens sous la supervision d'une éducatrice spécialisée. Les parents doivent faire la demande pour ce service lors de leur inscription en ligne à la soirée de consultation de leur choix. Pour toute question en lien avec ces soirées de consultation, contactez le service de l'urbanisme à adjurb@vdsa.ca. À Sainte-Adèle, les équipes ont débuté le lundi 15 avril dernier le balayage des rues et des trottoirs. 4 balais mécaniques en sous-traitance seront à l'œuvre 6 jours par semaine, du lundi au samedi, débutant dès 7 heures le matin, afin de procéder le plus rapidement possible au nettoyage des rues. Les balais de rue s'ajouteront le jour, les balais de rue de la ville, s'ajouteront le jour, de même qu'un balai pour les trottoirs. Afin de minimiser les désagréments, le ramassage des amas de terre, de poussière ou de sable sera effectué pendant la journée. La Ville mettra tout en œuvre pour effectuer le nettoyage des rues et des trottoirs le plus rapidement possible et la Ville souhaite que cette première étape du grand nettoyage du printemps soit terminée pour la première semaine complète de mai. Rappelons toutefois que le territoire de Sainte-Adèle compte plus de 125 km de voies de circulation pavées et que la durée de l'opération de balayage dépend notamment des conditions météo, puisqu'il est impossible de procéder au balayage de rue lorsqu'il pleut. Par ailleurs, dans le but de faciliter le travail des intervenants, la Ville demande aux citoyens de respecter quelques consignes. Ne pas mettre la pierraille, le sable et les débris dans la rue. Vous pouvez disposer de ces matières au garage municipal où des employés vous indiqueront où les déposer. Surtout, ne pas faire de petits tas de pierres ou d'andins qui risqueraient de causer des bris d'équipement. Il ne faut pas mettre la pierre ou le sable dans les bacs à déchets. Cette pratique entraîne des risques de bris des bacs roulants, mais aussi des véhicules utilisés pour la récupération des matières résiduelles. Le premier épandage de l'abat poussière sur des routes en gravier et les stationnements municipaux sera ensuite effectué. Cette opération consiste à épandre un taux d'abat poussière recommandé sur une largeur de 4 mètres au centre de la route. L'épandage d'abat poussière sur les routes non revêtues a pour but de préserver l'humidité du sol afin d'enrayer le plus possible le soulèvement de particules poussiéreuses causées par la circulation de véhicules ou le vent. Certifié conforme par le Bureau de normalisation du Québec, le produit utilisé par la Ville est à base de chlorure de calcium et répond aux normes ministérielles en termes de préservation de l'environnement. La période d'efficacité du produit est évaluée à environ 6 semaines, une durée qui varie selon différents facteurs tels que l'achalandage, les conditions météorologiques ainsi que les opérations d'entretien et de nivellement effectuées sur la route. Le marquage de la chaussée devrait commencer, selon les prévisions actuelles, au début du mois de mai, après le balayage des rues. Cette étape est d'une durée approximative d'1 mois. Lors de cette opération, les équipes de la Ville effectueront le marquage des lignes médianes, des lignes d'arrêt, des traverses de piétons, des espaces de stationnement sur la rue et dans les stationnements municipaux, en plus de voir à l'entretien et à la réparation de la signalisation. La Ville tient à rappeler que le marquage de la chaussée du boulevard de Sainte-Adèle et du chemin Pierre-Pellado relève du ministère des Transports du Québec. Soucieuse de toujours bien servir ses citoyens, la Ville met tout en œuvre pour respecter son calendrier d'entretien. Cependant, il peut arriver que certains travaux soient remis à plus tard ou que la durée et la fréquence des opérations varient en fonction d'imprévus ou des conditions météorologiques. Le conseil de la MRC des Pays d'en haut s'est réuni le 9 avril dernier au chalet Bellevue à Moore-Knights pour sa 3e séance ordinaire de l'année. Parmi les points à l'ordre du jour, notons la désignation des bénéficiaires du Fonds Virage numérique et innovation et du Fonds Culture et patrimoine pour 2024. Et en point d'information d'ordre général, un retour sur les consultations publiques concernant le projet d'énoncé de vision stratégique en aménagement du territoire, ainsi que sur l'appel d'intérêt de la concession alimentaire du centre sportif.
Lors de la séance, le Conseil de la MRC a accordé des subventions totalisant 11 364 $ pour 2 entreprises qui avaient été recommandées par le comité de sélection tenu la semaine dernière. Notons que pour l'année financière 2024, une somme de 60 000 $ est disponible pour les entreprises du territoire désirant obtenir de l'aide financière à des fins de transformation numérique. Rappelons que l'appel à projet lancé en janvier 2024 auprès des entreprises du territoire en est un en continu et que ces dernières peuvent faire une demande en tout temps. C'est dans le cadre du Fonds Culture et Patrimoine que le Conseil de la MRC a octroyé une aide financière totalisant 72 000 $ à 10 promoteurs de projets culturels ou patrimoniaux. En point d'information d'ordre général, le Conseil de MRC tenait à revenir sur les consultations publiques qui se sont tenues pour élaborer le projet d'énoncé de vision stratégique en aménagement du territoire, première étape nécessaire qui se déroule dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement et de développement du territoire. La MRC s'appliquera à apporter des modifications au projet d'énoncé de vision stratégique en vue de son adoption par le Conseil de MRC. Cette étape est cruciale car la vision retenue orientera les travaux du schéma à réaliser. La MRC des Pays d'en haut a annoncé la nomination de Mylène Perrier à titre de directrice générale et greffière trésorière lors de la séance du 9 avril dernier. Mme Perrier cumule plus de 10 ans d'expérience comme gestionnaire, actuellement en poste en tant que DG adjointe à la MRC des Laurentides. Elle a notamment travaillé pour le CI3 des Laurentides et à la ville de Sainte-Agathe-des-Monts en développement économique, ce qui lui donne une variété d'expériences et une bonne connaissance du territoire. Elle possède un baccalauréat en relations publiques ainsi qu'un MBA. Son expérience de plus d'une décennie comme gestionnaire et son expertise en gestion de projets, optimisation des processus, planification stratégique et mobilisation d'équipes performantes seront certainement des atouts pour la MRC. Sa carrière réussie dans le secteur public témoigne de sa capacité à exceller dans divers domaines et à relever les défis avec succès. Mme Perrier entrera en fonction le 13 mai prochain. Transport adapté et collectif des Laurentides est fier d'annoncer que l'achalandage est bien revenu à ses niveaux pré-pandémiques dans son service de transport collectif par autobus, l'Inter de Laurentides. En effet, l'Inter a terminé l'année 2023 avec 137 231 passages, ce qui dépasse l'achalandage enregistré en 2019. Un nouvel aller-retour vers Saint-Jérôme à partir de Mont-Tremblant à 11 h s'est même ajouté à l'horaire le 29 janvier dernier. Ce nouveau départ était fort demandé par les usagers et viendra combler un trou de service dans l'horaire, mentionne Steve Perrault, maire de Lac-Supérieur et président du conseil d'administration de l'organisation. Le taxibus, service de taxi collectif, connaît une popularité sans précédent dans la MRC de Laurentides où la demande est en forte hausse avec 7 577 déplacements effectués. Dans la MRC des Pays d'en haut, une légère hausse a été constatée, terminant l'année avec 2 285 transports. La directrice de l'organisme, Marie-Claude Baudet, explique que plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Elle mentionne que de nombreuses personnes en provenance de milieux urbains ont profité du contexte de la pandémie pour emménager dans la région. Elle ajoute que bon nombre de ces personnes ont comme habitude d'utiliser les services de transport collectif pour se déplacer et s'attendent par le fait même à un certain niveau de service. L'année 2024 sera sous le signe des avancées technologiques. L'équipe de l'organisme prévoit rendre accessible le paiement en ligne cette année. L'équipe analysera aussi comment optimiser les services de taxibus. À la suite du lancement de l'appel à projet dans le cadre du volet 2 du Fonds Région et Ruralité, la MRC de Laurentides annonce l'octroi de subventions totalisant 100 000 $ afin de supporter la réalisation de 12 projets visant l'amélioration des milieux de vie sur son territoire. Cet appel à projet est issu d'une entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Chaque année, le Conseil des maires de la MRC de Laurentides lui réserve un montant afin qu'organismes, municipalités et entreprises privées et d'économie sociale puissent recevoir un soutien financier pour réaliser un projet répondant aux priorités d'intervention. Les projets déposés dans ce fonds ont pour objectif l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la MRC de Laurentides en contribuant à la santé sociale, à l'économie et à l'environnement du territoire. Cette subvention est destinée à des projets structurants ou à des initiatives visant à résoudre des défis locaux. 21 projets ont été présentés par des organismes et des municipalités locales du territoire, représentant un montant total de demande de financement de 308 000 $. Outre les priorités d'intervention, les projets devaient également répondre aux principes de la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie du territoire de la MRC des Laurentides. Parmi ces 21 propositions, 12 projets admissibles ont fait l'objet d'une recommandation favorable pour l'attribution d'une aide financière de la part du Conseil des maires de la MRC des Laurentides.
Ces projets ont démontré leur engagement envers l'amélioration du niveau de vie de la population de la MRC des Laurentides. La MRC de Laurentides est heureuse de renouveler son entente avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration dans le cadre du programme d'appui aux collectivités. Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration octroie ainsi une contribution financière de 240 000 à la MRC des Laurentides dans le but de réaliser des projets sur son territoire afin que ces collectivités soient plus accueillantes et inclusives. La MRC des Laurentides annonce aussi l'adoption de son plan d'action en immigration pour la période 2024-2026 avec un investissement de plus de 315 000 qui sera déployé pour soutenir des initiatives visant à accueillir et intégrer les nouveaux arrivants. En assumant un rôle de leader dans la régionalisation de l'immigration, la MRC des Laurentides s'engage à évaluer les besoins et défis locaux ainsi qu'à élaborer une nouvelle stratégie pour renforcer son impact en tant qu'acteur de proximité. La MRC des Laurentides a délégué sa corporation de développement économique la gestion du volet immigration afin d'accompagner les acteurs socio-économiques dans leur démarche de recrutement, d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants. Le programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration vise à accroître la capacité des collectivités à être plus accueillantes et inclusives. Il contribue avec d'autres programmes du ministère et d'autres programmes gouvernementaux à favoriser l'attraction, l'intégration et l'établissement durable des personnes immigrantes et d'autres minorités ethnoculturelles afin qu'elles participent pleinement en français à la prospérité du Québec. Dans le cadre de ce programme, les acteurs socio-économiques du territoire de la MRC de Laurentides réaliseront les projets suivants: créer des activités de sensibilisation pour les acteurs du milieu portant sur la diversité et l'inclusion interculturelle, offrir des ateliers et formations sur les enjeux liés à l'immigration, développer des outils de sensibilisation pour les acteurs socio-économiques du territoire, collaborer et participer à la mise en place d'activités interculturelles, réaliser un guide des bonnes pratiques pour l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes. Cette action s'inscrit aussi dans la continuité de la stratégie emploi, un plan d'action collaboratif axé sur l'attraction, le recrutement, l'intégration et la rétention des travailleurs pour atténuer les répercussions de la pénurie de main-d'œuvre dans la région des Laurentides. Il faut également favoriser un environnement accueillant et inclusif pour la diversité ethnoculturelle et c'est un catalyseur essentiel pour la réalisation des objectifs de cette stratégie. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les initiatives en cours pour favoriser l'accueil, l'intégration et l'établissement des personnes immigrantes sur le territoire, vous pouvez communiquer avec Isabelle Plouffe, conseillère aux entreprises, au 819-681-3373 au poste 1409 ou à emploi@cdemrclaurentide.org. Revenez-nous après la pause. La première fiducie d'utilité sociale en matière d'habitation pour travailleurs et étudiants postsecondaires au Québec a été créée en juillet dernier par la MRC des Laurentides. Cette fiducie facilitera l'accès au logement et à la propriété à coût abordable pour les employés et étudiants établis sur le territoire de la MRC. Cet outil met la table pour définir, en collaboration avec les municipalités et le milieu, des possibilités de projets en habitation pour maintenant et le futur. Par sa volonté d'agir concrètement sur cet enjeu majeur, la fiducie d'utilité sociale est apparue comme la solution durable pour assurer une offre d'habitation abordable à la population, à l'emploi à revenus modestes sur le territoire de la MRC. Cette fiducie permet un engagement de tous les partenaires. Elle s'adresse autant aux municipalités et employeurs qui souhaitent investir pour leurs employés qu'aux promoteurs qui désirent investir sur le territoire. Ce modèle innovant assurera que les terrains, immeubles et fonds financiers versés à la fiducie serviront exclusivement à des fins de logement abordables et ce, à perpétuité. Ceci vient rassurer tout donateur, entreprises, contributives et municipalités qui investiront dans cette fiducie. Ainsi, la fiducie se dotera d'un bras opérant en créant un organisme sans but lucratif qui aura pour mandat de gérer le parc immobilier. Dès sa création, la MRC des Laurentides a contribué financièrement à la fiducie à hauteur de 250 000 $ et la municipalité de Brébeuf a, quant à elle, fait don d'un terrain dédié à un projet d'habitation abordable. D'autres investissements sont attendus à court et moyen terme par des acteurs du territoire. La Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides travaille en étroite collaboration et supporte la fiducie afin de définir des modèles financiers pour garantir la réalisation de ces projets immobiliers dans un proche horizon.
Chapeauté par la MRC et la CDE, le premier comité de pratique en habitation abordable réunissait les directeurs généraux et urbanistes des 20 villes et municipalités de la MRC. Ce comité avait pour objectif de brosser le portrait actuel et futur en matière d'habitation abordable sur son territoire et partager les projets en cours pour déterminer le réel besoin en habitation abordable en fonction de la clientèle et également partager les pratiques gagnantes et les difficultés de mise en application des villes et municipalités. Au total, 8 municipalités ont des projets de logement abordable en cours ou en Au total, 8 municipalités ont des projets de logement abordables en cours de réalisation ou en prévision. Des terrains vacants ont aussi été identifiés dans plusieurs municipalités afin d'accueillir des projets de logement abordables. En juin 2023, le Conseil des maires de la MRC de Laurentides adoptait la composition du conseil fiduciaire constitué de 10 fiduciaires représentés par les maires des municipalités et de la directrice générale de la MRC de Laurentides. Leur mandat est d'une durée de 2 ans. Les bénéficiaires de cette fiducie sont la collectivité des résidents de la MRC de Laurentides dans son ensemble. Si cet enjeu vous interpelle et vous souhaitez agir, si vous avez des besoins en logement pour vos travailleurs ou si vous souhaitez contribuer à la fiducie par un don financier ou de terrain, contactez la MRC de Laurentides à npelletier@mrclaurentides.qc.ca ou au 819-326-0606 au poste 1002. Le service de gestion intégrée des ressources naturelles de la MRC d'Antoine Labelle lance un appel de projet dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts 2024-2025, volet intervention ciblée. Cet appel de projet se déroule jusqu'au 17 mai et vise l'aménagement forestier dans la région des Laurentides. L'entente de délégation concernant la gestion du programme d'aménagement durable des forêts du ministère des Ressources naturelles et des forêts pour la grande région de Laurentides est en voie de renouvellement. Celle-ci concerne les MRC touchées par l'aménagement forestier en territoire public laurentien, soit la MRC d'Antoine Labelle, des Laurentides, des Pays d'en Haut et d'Argenteuil. De ce fait, la MRC d'Antoine Labelle est désignée responsable de répondre au mandat de l'entente et lance cet appel de projet afin d'identifier une banque de projets régionaux admissibles au programme. Le programme d'aménagement durable de forêt, volet intervention ciblée, a entre autres pour objectif la réalisation de projets d'aménagement forestier sur les territoires de Laurentides. Dans le cadre de l'appel de projet pour l'année 2024-2025, les dossiers admissibles sont les projets permettant de documenter les différents enjeux liés aux préoccupations afin d'appuyer les décisions et les orientations reliées à la planification forestière, les projets de réalisation de travaux d'aménagement forestier sur les terres publiques intramunicipales, les projets de maintien et d'amélioration du réseau de chemins multi-usages pour les divers utilisateurs des terres, les projets d'accompagnement des initiatives de soutien à l'organisation d'activités visant à favoriser l'aménagement forestier et la mise en valeur de la ressource forestière. Les promoteurs intéressés à déposer un projet doivent d'abord consulter le guide du promoteur et ensuite soumettre une demande en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Les demandes doivent être complétées avant le 17 mai à midi et doivent être transmises par courrier électronique à a.guérin@mrc-antoine-label.qc.ca. Le guide du promoteur et le formulaire de demande sont disponibles sur le site web de la MRC d'Antoine Labelle. L'octroi des aides financières aux projets admissibles sera possible conditionnement à l'approbation du plan par le secrétariat du Conseil du Trésor, la signature de l'entente de délégation entre le ministère des Ressources naturelles et des Forêts et de la MRC de Laurentides et l'octroi d'une enveloppe budgétaire par le gouvernement du Québec. Il sera également conditionnel à la recommandation des projets par les comités de priorisation, l'adoption des projets par le Conseil de la MRC d'Antoine Labelle. Pour toute question ou pour information supplémentaire concernant l'appel de projet, les promoteurs sont invités à contacter le service de gestion intégrée des ressources naturelles de la MRC au 819-623-3485 au poste 601 ou à l'adresse courriel a.guérin@mrc-antoine-label.qc.ca. La MRC d'Antoine Labelle a lancé son tout nouveau portail culturel, une plateforme web destinée à la culture et au patrimoine du territoire. En continuité avec le nouveau site web de la MRC lancé en septembre 2022 et s'harmonisant avec celui-ci, le portail culturel est un outil destiné à faire rayonner la culture et le patrimoine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire. De plus, la plateforme vise à faire rayonner les talents de la région, à faire découvrir la multitude d'événements culturels et à devenir la référence en matière de culture et de patrimoine de la MRC. Grand carrefour des informations concernant la culture et le patrimoine, le portail culturel découle des objectifs identifiés dans la nouvelle politique culturelle et patrimoniale de la MRC, notamment par son accessibilité, sa valorisation de la culture et du patrimoine ainsi que son rayonnement.
Alors que la politique a été réalisée dans le cadre d'une grande démarche de concertation entre la MRC, les acteurs culturels et la population, la nouvelle plateforme Web permet de répondre à certains besoins identifiés lors des consultations publiques. Conçu pour présenter l'offre culturelle et l'ensemble des événements du territoire au même endroit, le calendrier est un outil permettant aux artistes, aux organismes, aux municipalités et aux promoteurs d'inscrire à l'aide d'un formulaire en ligne leurs activités culturelles ouvertes au public. Le répertoire culturel est quant à lui destiné à devenir l'inventaire électronique des artistes, organismes et lieux culturels situés sur le territoire de la MRC. En remplissant leurs fiches, ces artistes, organismes ou propriétaires de lieux culturels pourront présenter leurs offres ou services aux usagers du portail. Ce projet est rendu possible grâce à l'appui financier du Conseil de la MRC, en plus d'une enveloppe provenant de l'entente de développement culturel conclue entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. La MRC d'Antoine Labelle s'est entourée de l'agence numérique Blanco pour réaliser ce portail culturel. Blanco développe des outils numériques dédiés au secteur municipal. Grâce à son équipe multidisciplinaire, Blanco a accompagné la MRC dans la réflexion, la conception et le développement du projet tout en assurant l'intégration des meilleures pratiques en matière de transformation numérique. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de Nouvelles TV Ciel. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.